Nabé, quelques pas du grand marché Rodouoko de Ouagadougou ce jour. Au milieu de ces flammes, une dizaine de magasins qui ont totalement consumé. Tout a commencé aux environs de 13 heures. Présentement, quand je suis arrivé, j'ai balayé, j'ai nettoyé, ça a fini. Après que j'ai pris mon déshabit, j'ai mis pour laver. Après, quand je suis sorti, j'ai fermé la maison. Et puis, je ferme maintenant, je suis à dehors avec les amis là pour causer. J'ai ouvert le fumier là seulement. Avant, quand je rentre seulement, j'ai ouvert l'entrée seulement, j'ai appelé les amis là. J'ai dit, ah, devinez qui a fait. J'ai dit, ah, je l'ai envoyé un vendeur de chaussures ici. J'ai dit, il faut m'appeler, ça s'appelle pompier, qui a fait. Et puis, ils sont accourus à l'appeler. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que le feu là est déjà debout. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé le feu là seulement. Il n'y a pas quelque chose ici présent que ça prend ici pour arriver. Tout ça, ils sont fermés. Je ne sais pas si c'est au niveau des branchements ou c'est au niveau de quoi, je ne sais pas. Pas de victimes fort heureusement, mais les pertes matérielles pourraient être considérables au regard de la place qu'occupe le marché aux chaussures. Vraiment, nous sommes très attristés par cet événement. Parce que ici, c'est le centre même névralgique des vendeurs de chaussures. Je ne peux pas évaluer. Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas sortis avec la moindre chaussure. Alors que vous voyez les magasins qui sont ici, là, c'était bourré. Donc c'est pourquoi je dis que vraiment, si vous-même vous regardez comment c'est noirci là, ce sont des marchandises qui sont parties en fumée comme ça. Moi je vends des pièces détachées. En matière de pièces détachées, on peut évaluer ça. C'est beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup. Il y a des chambres, c'est beaucoup, vraiment. Alertée, cette dame arrive en larmes sur les lieux, mais après un constat, la situation semble moins catastrophique pour elle. Comme il n'y a pas eu de blessés ni de morts, on va prier Dieu. Qu'est-ce qu'on a à dire si ce n'est pas ça? Par la grâce de Dieu, on est là. Un important dispositif de sécurité a été déployé tout autour de la zone en attendant de pouvoir déterminer les causes de l'incendie. Bon, pour le moment, on ne parle pas de pistes ni de causes. La réaction qu'on a spontanément, c'est d'isoler la zone, sécuriser donc les accès, permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir pour éteindre l'incendie. Donc nous sommes à ce stade encore, les spécialistes de la DPTS sont déjà sur place. Certainement c'est à ce niveau-là qu'on pourra parler de cause. Les pompiers s'attelaient toujours à maîtriser les dernières braises au milieu de cette fumée, preuve que la tâche demeure ardue pour les soldats du feu plus de 3 heures après. En attendant donc vivement les suites des enquêtes pour situer sur les origines et puis vie des partis politiques, le MPP met à jour sa base sur l'actualité du parti. Une délégation du Mouvement du Peuple pour le Progrès est allée rencontrer les militants de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Le point sur la mise en place des structures et les informations portant sur le parti de façon générale étaient à l'ordre du jour. Maxime Zongo. Parcourir les 370 communes et arrondissements du Burkina afin de faire la revue des troupes et galvaniser les militants, voilà la mission que s'est assignée la direction politique du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Ce matin, c'était au tour de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou d'accueillir la délégation conduite par le deuxième vice-président. On a aussi attiré l'attention de nos militants qu'ils doivent rester fermes, soutenir la transition pour que le 11 octobre, l'élection puisse se tenir, que tout ce qui a été se passe à bonne date. Après avoir fait le point sur l'état de la mise en place des structures, examiné et adopté le programme d'activité, Simon Compaoré a fait un large tour d'horizon sur la situation politique nationale. Le bureau national qui est venu a constaté et validé l'ensemble de nos bureaux. Et il nous a ordonné de commencer le travail sur le terrain, le travail dans la cohésion, le travail dans l'entente. Appréciant la mobilisation et le contenu des activités envisagées, la délégation en tire des motifs de satisfaction. Toutes les structures géographiques et spécifiques opérationnelles est prête à se déployer sur le terrain pour entretenir la flamme de la victoire. Et pour se donner plus de chance, les militants ont été invités à s'inscrire massivement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sur les listes électorales complémentaires. Dans les rangs du CDP, la course est à la reconquête de la gloire passée. Localité visée, la région des Hauts-Bassins, des Cascades, la région des Cascades. Là, une délégation du parti conduite par le président du directoire national a tenu une assemblée générale, réconciliation et surtout reconquête. Voilà pour les maîtres mots de la sortie, le témoignage de Simplice Barou.
C'est au siège provincial de l'ancien parti au pouvoir qui porte encore les stigmates des événements des 30 et 31 octobre 2014 que le directoire national du Congrès pour la démocratie et le progrès conduit par son président est allé à la rencontre de ses militants des Cascades. Léonce Koné et quelques membres du bureau politique national du CDP ont tenu à remercier les militants pour leur détermination à poursuivre la marche du parti et surtout leur rappeler les enjeux à venir, c'est-à-dire les consultations électorales d'octobre prochain, la présidentielle et les législatives. Mais pour la conquête du pouvoir d'État perdu, le président du directoire national du CDP invite ses militants à s'inscrire sur les listes électorales et à se faire établir les documents administratifs. D'être mobilisé, de se préparer pour les échéances qui vont venir. D'abord pour la phase d'enrôlement qui va s'ouvrir, parce qu'il faut avoir les pièces qui sont nécessaires pour pouvoir exercer son pouvoir de citoyen, donc pour voter. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite d'être mobilisé pour la campagne, pour gagner les élections qui vont venir. Au-delà de la remobilisation des troupes dans les Cascades et dans les autres contrées du Burkina, le CDP envisage la reconquête du pouvoir d'État à travers la signature dans les prochains jours d'une alliance avec certaines formations politiques. Nous étions déjà dans une alliance avec différents partis de la majorité présidentielle, de la mouvance présidentielle, du Front républicain. Ces organisations ne sont plus, elles sont devenues obsolètes. Le contexte a changé, mais le besoin que nous avons dans ces partis-là de rester unis et d'affronter ensemble les échéances qui viennent demeure. Et donc nous avons décidé de reconstituer une nouvelle alliance à la fois pour les élections et puis également pour gouverner plus tard si nous gagnons les élections. Dans leurs différentes interventions, les représentants des anciens, des femmes et des jeunes ont réaffirmé leur attachement au parti de l'EPI et de la DABA. Ils ont en outre salué les efforts des autorités de la transition pour leur politique d'inclusion et leur volonté de respecter le calendrier électoral. À son arrivée dans la cité du paysan noir, la délégation du directoire national du CDP a tenu à présenter ses hommages au chef coutumier de Banfora. Ils sont également en ordre de bataille, les partis politiques membres de l'UREFA. L'UREFA, c'est l'Union des révolutionnaires pour le Faso. Au cours de leur entrée politique tenue ce jour même à Ouagadougou, l'Union a pu tester sa capacité de mobilisation des militants et appel et rappel des consignes en vue des votes d'octobre prochain. Maxime Zongo. Quelle stratégie organisationnelle pour une victoire éclatante des révolutionnaires aux élections de 2015? Voilà l'axe de réflexion choisi par l'UREFA, l'Union des révolutionnaires pour le Faso, en cette rentrée politique. La convergence de l'espoir, l'Alliance des démocrates révolutionnaires et l'Union pour la renaissance démocratique, mouvement sankariste, par cette retrouvaille, sont le top de départ du marathon devant les conduire en octobre prochain. L'UREFA a entrepris des actions de concertation de manière large avec le milieu révolutionnaire afin que nous puissions aller de manière groupée à ces élections. L'élément essentiel, c'est l'unité. L'unité pour nous affirmer, pour être présents, pour peser dans la vie politique de ce pays. Vous savez que l'éparpillement ne profite jamais à une cause, même si elle est bonne. Notre première activité, c'est le regroupement des sankaristes, le regroupement des révolutionnaires. 8 mois, un temps que les responsables de l'UREFA estiment très court. Et pour relever le défi, l'Union des révolutionnaires pour le Faso invite ses militants à la mobilisation. Une mobilisation qui sera marquée par le renouvellement des structures, le regroupement des bureaux membres des partis de l'Union, s'informer et se former à souhait. L'autre acte majeur, l'enrôlement biométrique où les militants sont invités à y accorder beaucoup d'intérêt. Une coalition de la société civile passe sous sa loupe la transition. Verdict, les actions sont en deçà des attentes du peuple. La coalition a alors d'interpeller les autorités à plus de vigueur et les populations à la vigilance. Le point de Bouma Ernest Nebié et de Haruna Mari. La coalition des organisations de la société civile OSC fait ici une évaluation de la mise en œuvre de la transition au Burkina.
4 mois après, la coalition juge l'action des autorités de la transition faible par rapport aux attentes des populations. Le Premier ministre est le patron de la justice et ne répond pas aux injonctions de la justice, qu'il réponde aux invitations de la justice. Que le quota des femmes dans la commission de réconciliation nationale et des réformes soit ajusté. Appelle la société civile à la vigilance sur les élections et les questions sécuritaires du scrutin, les risques de sabotage des élections par l'ancien parti. Dans le critère de l'action gouvernementale, où nous avons apprécié la pertinence des choix gouvernementaux et la conformité avec les attentes citoyennes, ressentons une grande soif de justice au Burkina Faso et l'absence de suite aux grandes annonces des autorités de la transition, y compris sur les grands dossiers Thomas Sankara, Norbert Zongo, le juge Nébié. Il n'y a pas de changement au niveau socio-économique dans les conditions de vie des citoyens, avec l'exemple du prix du carburant. La coalition note une absence des autorités de la transition dans la vie publique. Elle dit observer avec amertume le dysfonctionnement des délégations spéciales à la tête de certaines communes. En ce qui concerne les échéances électorales à venir, des inquiétudes subsistent selon la coalition. Le sous-point des élections, la participation des anciens leaders politiques qui ont pris part au projet de révision de la Constitution, aux activités de l'État aux futures élections est un facteur d'instabilité. Veiller à l'application des candidatures indépendantes aux élections législatives et municipales, le vote des Burkinabés de l'étranger continue à être un sujet délicat avec des manifestations organisées dans les pays d'accueil par les Burkinabés résidant dans ces pays, notamment la Côte d'Ivoire, et en prévision le Mali, le Sénégal ou le Ghana. La question du RSP, le régime de sécurité présidentielle, a été aussi évoquée. La coalition propose une redéfinition de ses missions. Au regard de tous ces dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de la transition, elle interpelle une fois de plus l'État sur ses missions et appelle les populations à la vigilance. Voilà, c'est bien une coalition de la société civile comme il en a plusieurs d'autres. Et puis, sur ce point particulier de la transition fait débat, la réduction du train de vie de l'État, à quel niveau en est-on avec l'exigence? Le sujet était en discussion lors d'un panel organisé par le mouvement de la société civile, le Balai citoyen. Principaux orateurs, les représentants d'organes de la transition et de la société civile. Les précisions avec Abdoul Rasmane Zongo. La réduction du train de vie de l'État dans un contexte post-insurrectionnel. Cette thématique sur initiative du Balai citoyen suscite des échanges directs, parfois houleux, entre assistants et panélistes. Compte tenu en réalité de la dimension que les difficultés par rapport aux émoluments du CNT prenaient, nous nous sommes dit que peut-être qu'il fallait ramener tout le monde sur la table, et discuter, et essayer de voir qu'est-ce que les Burkinabés de l'après-insurrection veulent voir, veulent entendre comme mécanisme de réduction donc, du train de vie de l'État. Qu'il soit du gouvernement, de l'hémicycle, de l'autorité supérieure du contrôle d'État ou encore de la coalition contre la vie chère, les différents orateurs, face aux nombreuses questions d'intérêt des participants, ont fait des analyses, apporté des éclairages et proposé des pistes de solutions. Au niveau du CNT, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a eu, ne serait-ce que la réduction des émoluments des députés. C'est déjà un pas. Et le CNT va recevoir de la Commission de réconciliation nationale et des réformes des propositions tendant à assainir la gestion des finances publiques et le respect et à garantir le respect des biens publics. Mais au-delà de cette question de réduction du train de vie de l'État, nous avons dit qu'il s'agit d'approfondir, de notre point de vue, la démocratie et la justice sociale dans notre pays. Le tout n'est pas de dire, bon, on réduit juste le train de vie de l'État, mais c'est aller au-delà pour que ce pourquoi effectivement notre peuple a accepté de se sacrifier dans la rue le 30 et 31 octobre et puisse récolter les fruits de cela. Le professeur Ibriga parle, lui, d'auto-ajustement structurel et conjoncturel. Qui dit condition conjoncturelle dit auto-ajustement.
C'est-à-dire que nous allons mettre en adéquation nos ressources par rapport à nos moyens. Et que l'excédent que nous allons dégager, nous allons l'utiliser pour le développement de notre pays. Et donc, ça veut dire que nous devons rationaliser l'utilisation du bien public. Mais si nous réfléchissons uniquement sur le plan conjoncturel, ça ne va pas. Il faut que nous réfléchissions sur les conditions structurelles. Et ça demande que l'on mette en place la bonne gouvernance, que nous agissions en fonction de la règle de droit. L'objectif de ces échanges est de contribuer à faire en sorte que la réduction du train de vie de l'État ne soit pas une simple vue de l'esprit ou un slogan politique, mais qu'elle se traduise concrètement dans le quotidien de tous les citoyens burkinabés. Autre point dans l'actualité, l'ambassade d'Allemagne soutient les projets d'aménagement du périmètre de production dans la province du Yoba. Le riz et la production maraîchère y tiennent une bonne place. Dans le cadre de sa mission de contrôle, l'ambassadeur s'est rendu sur les lieux, le constat avec Issa Kanana. C'est une sortie pour visiter les réalisations de la coopération allemande dans cette localité. Première étape de cette tournée, le bassin versant de Dadoné. Sur ce site de plus de 2900 hectares, aménagé depuis 2008, est mis en place un cordon pierreux avec l'appui du PDA, le programme développement de l'agriculture. Une stratégie utilisée pour protéger le sol contre l'érosion et l'écoulement des eaux. Deuxième étape, le bas-fond risicole de plus de 26 hectares où travaillent 110 personnes avec un rendement moyen annuel de 4 tonnes à l'hectare. Troisième et dernière étape de cette visite de l'ambassadeur allemand, le périmètre maraîcher de Dadoné de 4 hectares, exploité par 36 personnes réunies en groupement, produisant des choux, du piment et des oignons. Je suis vraiment impressionné de voir cette activité, cette capacité de traduire ces contributions en quelque chose de pratique et vraiment d'améliorer la condition de vivre pour la population régionale. Ces aménagements bénéficient de l'appui technique du PAPSO, le programme d'aménagement des bas-fonds dans le sud-ouest et la Sicile. Ces ouvrages, il faut dire Dieu merci, ça nous a changé beaucoup de choses. Ça a changé la vie. Vraiment, tous les jeunes que vous voyez ici, auparavant, ils n'étaient pas là. Il y a d'autres qui partaient, souvent on les retrouvait dans les sites d'or. Il y a d'autres partir en Côte d'Ivoire ou Ghana. Mais actuellement, nous sommes là. On s'est débrouillé ensemble. Toutes ces réalisations de la coopération allemande ont pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural par une meilleure utilisation et la mise en valeur du potentiel agricole. C'est le désespoir par contre pour les producteurs maraîchers du village de Tanguida dans le département de Dapelgo et ceux des localités environnantes, la source de leur eau à Tari. Du coup, c'est la survie des activités de production maraîchère qui est menacée. Comment les concernés transforment cette épreuve? Aboubacar Sagnon y a consacré tout un dossier. Comme à l'accoutumée, les concessions du village de Tanguiga dans le plateau central sont désertes ce matin. Agriculteurs pour la plupart, les habitants sont déjà dans leur champ d'oignons. Bien qu'ils aient le cœur à l'ouvrage, ils ont le moral dans les chaussettes, car depuis quelques semaines, l'eau du barrage autour duquel ils mènent leurs activités de production a tari. Des 450 000 mètres cubes d'eau, il ne reste qu'un étang d'argile et de boue. Les producteurs le savent, cette année, les récoltes seront mauvaises si récolte il y a. L'eau nous manque. Comme les oignons là, c'est 90 jours. Mais maintenant, ça reste 50 jours pour récolter. Mais l'eau est finie. On ne sait pas comment on va faire maintenant. Pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, les maraîchers ont creusé des petits puits dans le barrage afin d'obtenir un peu d'eau pour arroser les spéculations. Une pratique peu recommandée et dont ils ne peuvent attendre grand-chose. Certains sont au début bilbaison, c'est-à-dire que la formation des bulbes d'oignons. Et ces stades-là, présentement, la solution, c'est d'enlever ces bulbes d'oignons-là, aller les vendre, ce qu'on appelle oignons filles. Comme ça permet quand même de rentabiliser la production, quand même, je ne sais pas à 100% au moins, ça lui permet de ne pas perdre carrément. Mais sinon, s'il laisse, puis il n'y a plus d'eau.
ça va être carrément une perte. Non seulement il ne pourra pas vendre l'oignon feuille, il ne pourra pas aussi voir l'oignon bulle, parce qu'il n'y a plus d'eau pour que la culture puisse boucler son cycle. Cette option est le moindre mal, mais elle n'arrange pas du tout les producteurs qui ne pourront pas rembourser leurs prêts, encore moins faire des bénéfices. Moi, là où je suis, là, je ne vais rien récolter cette année. J'ai payé 4 boîtes d'oignons. La boîte coûte 25 000. Les 4 boîtes font 100 000 francs. L'engrais, j'ai payé 7 sacs. J'ai payé de l'essence 25 litres plus un 20 litres. Je travaille avec la machine. Mais l'eau de barrage est finie. J'ai cultivé au moins un demi-hectare. C'est un ami commerçant qui m'a aidé. Donc j'ai fini de travailler. À la fin, je lui rembourse. L'année qui vient encore, je prends. C'est comme cela on se fait. Mais cette année, je ne sais pas comment je vais faire pour avoir de l'argent pour rembourser. Quand il y avait de l'eau dans le barrage, l'activité était très rentable. On arrivait à soutenir nos maris et scolariser nos enfants. Avec cette sécheresse, on ne sait pas comment on va faire pour rembourser nos dettes. Une question qui mérite d'être posée, car ici, la maraîchiculture fait vivre plusieurs centaines de ménages. La pression foncière est justement la principale cause du tarissement du barrage. Les services de l'agriculture ont recensé en début d'année 600 producteurs autour du point d'eau. La superficie d'oignons est passée de 6 hectares en 2012 à 40 hectares en 2014. Une augmentation constatée également par les producteurs. L'année passée, là, les gens ne sont pas beaucoup. Mais les gens sont venus cette année-là beaucoup. Voilà pourquoi de l'eau là, ça ne suffit pas. Oh, ouais. Ces gens-là, ils sont venus d'où? Elles sont venues, c'est 24 villages qui travaillent ici. 24 villages. Or que l'année passée là, c'était 8 ou 7 villages seulement qui travaillaient ici. Comme les gens là sont venus beaucoup maintenant. L'assèchement du barrage de Tanguiga est aussi dû en partie aux activités de production menées sur les berges, ce qui contribue à l'ensablement de l'ouvrage. Il y a eu un aménagement en aval du barrage de 10 hectares où il était prévu la production maraîchère avec maîtrise de l'eau. Bon, au vu du fait que chaque année, la pression sur les barrages augmente, les gens se sont retrouvés au niveau en amont, les parties protégées du barrage. Le fait que les gens sont au niveau de l'amont du barrage, là, il faut qu'on trouve une solution. Sinon, tant qu'il n'y a pas de solution à ce niveau-là, l'eau du barrage, ça ne pourra jamais suffire. À la question de savoir pourquoi ils ne veulent pas s'installer sur les périmètres aménagés, les producteurs évoquent l'insuffisance d'eau et de parcelles exploitables. En attendant de trouver une solution à ce problème précis, vieux, jeunes et femmes de Tanguiga et des villages environnants lancent un appel aux autorités pour la réhabilitation de leur barrage construit en 1985. En attendant donc des solutions, la boucle du Mouhoun expose son sésame en vitrine. La première édition des journées de promotion porte les espoirs de la filière qui peine pour la vente, commercialisation du sésame de la boucle du Mouhoun. Enjeux, défis et perspectives, les acteurs se donnent 2 jours pour en discuter. Siriki Milogo et Paul Nayaldo Savadogo. Du pain, de l'huile, du jus, bref, c'est une diversité de mets à base du sésame qui était exposée à cette première édition des journées promotionnelles du sésame. Une journée initiée pour non seulement montrer au public les possibilités de transformation du sésame, mais aussi pour écouler les productions. D'échanger avec les exportateurs de sésame, les commerçants, afin de trouver un marché qui va en tout cas payer le produit, un marché sûr et un peu rémunérateur. Le sésame est le 2e produit d'exportation du pays après le coton. Sa contribution aux recettes d'exportation en 2013 se chiffrait à 16 milliards de francs CFA. Pour cette première édition de la journée promotionnelle du sésame, les exposants n'ont pas marchandé leur participation.
Et pour le représentant du parrain, cette mobilisation des acteurs autour de la journée promotionnelle du Sésame est une preuve qu'elle offre des opportunités d'affaires. Nous sommes satisfaits de cette mobilisation. Nous ne sommes pas étonnés parce que nous travaillons avec ces producteurs-là et nous avons vu que c'est une de leurs préoccupations, à savoir faire des journées promotionnelles pour faire connaître leur production, mais surtout pour vendre leur production. Le niveau de la transformation est très faible actuellement. Donc nous qui nous débrouillons un peu, on essaie de faire quelques mets à base du sésame. Donc les gens apprécient, voilà, parce que c'est un peu rare sur le terrain. En marge de cette journée promotionnelle, les organisateurs ont tenu un forum qui a regroupé les différents acteurs pour réfléchir sur les enjeux de la commercialisation et les perspectives de la production d'un sésame de qualité. Créée en 2011, l'Union régionale des producteurs du sésame de la Boucle du Mouhoun compte 1495 membres, ici de 6 unions provinciales. Les producteurs de lait pèsent leur contribution au développement socio-économique réunis en union. Ils ont tenu des réflexions autour de la problématique. L'ensemble est contenu dans les journées promotionnelles du lait qui ont duré 72 heures. Claudine Dimabio Bikaba pour les précisions. Comme pour dire « consommons burkinabé », le lait local est au cœur de toutes les attentions pendant les 72 heures décrétées à cet effet. Initié par l'Union nationale des mini-laiteries et producteurs de lait local du Burkina, durant ces 3 jours, les acteurs vont échanger autour du thème « La contribution et la place des mini-laiteries dans le développement socio-économique ». Une filière soutenue par l'État. En 2010, notre département a adopté un programme national de développement de la filière lait. Ce programme-là a connu un début de financement en 2014 avec le soutien de la Banque islamique de développement. Et ce projet ne concerne qu'un rayon de 100 km autour de Ouagadougou. Ça veut dire que tout le reste, nous avons besoin encore de ressources pour effectivement travailler à développer la filière lait sur l'ensemble du pays. Cette filière occupe 90% des femmes. C'est pourquoi le slogan de l'Union est « Le lait local, pouvoir économique des femmes au Faso ». Une filière qui rencontre beaucoup de difficultés à s'implanter dans le tissu économique. C'est des défis liés à la qualité qu'il faut relever, les défis liés au foncier pour nos producteurs et les transformateurs, et les défis liés aussi aux questions de l'environnement que les producteurs ne maîtrisent pas. Alors que si vous voyez que nous utilisons beaucoup les châssis plastiques, donc nous souhaitons quand même qu'une solution soit trouvée pour nous, pour qu'on puisse, voilà, parce que nous vendons plus de la moitié de nos produits dans des sachets plastiques. Ce cadre est une opportunité voulue par ces acteurs pour échanger avec les partenaires techniques et financiers pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Et la promotion passe nécessairement par la valorisation et des produits laitiers ont été donnés à voir à cette terre d'exposition choisie pour la cause. Et puis ce constat sur la circulation routière, la population de Ouagadougou grandit et par les artères circuler aisément devient de plus en plus une gageure quand on y ajoute l'incivisme de certains usagers. Des projets de réaménagement des routes existent et celui le plus avancé concerne la route de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Viviane Tiendrebego et Adama Guiti ont regardé de plus près à ce dossier. Le point. Il est 7h30 ce vendredi 13 février sur l'avenue du Yatenga et comme tous les jours ouvrables, les véhicules avancent ici par choc contre par choc. Les motocyclistes et les autres usagers essaient de se frayer un chemin dans cet embouteillage vaille que vaille. Et ni les feux rouges, pas même la présence des volontaires n'empêche certains usagers de passer. Autre artère, même situation. Nous sommes ici sur le barrage numéro 1 en provenance de Kosodo. Pour franchir 1,5 km, notre équipe a passé 20 minutes dans un embouteillage. C'est un peu difficile souvent à des heures telles que midi et demi ou le soir vers 17h30. S'ils pouvaient avoir au moins une autre voie derrière pour avoir l'accès à l'hôpital, c'est encore plus mieux. Elle n'est pas aisée dans tous les sens, entrer comme sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Trouver une solution.
Comme quoi? Sens unique possible. En pareille circonstance, le moindre geste de courtoisie peut donner cette situation. Les passagers qui venaient des deux sens m'ont serré le passage. Mais quand j'ai voulu traverser, j'ai rencontré ce motocycliste et nous avons eu l'accident. Je n'ai pas su que les gens qui étaient arrêtés voulaient laisser passer une voiture. J'ai déboîté pour passer et c'est là que l'accident est survenu. La circulation des poids lourds aux heures de pointe n'arrange pas la fluidité du trafic. La loi qui régit leur entrée dans la circulation date pour Ouagadougou de 1980. En principe, tous les véhicules qui sont dits poids lourds ne devraient pas circuler dans la ville de Ouagadougou avant 20 heures. Donc, ces véhicules doivent circuler à l'intérieur de la ville entre 20 heures et 5 heures du matin. Et il y a des voies qui sont réservées à la circulation à tout moment. Donc, c'est des voies de contournement comme la circulaire. Si vous quittez Fada, vous pouvez aller jusqu'au carrefour Fada-Kaya pour remonter vers la zone industrielle de Kosodo. Et vous pouvez également quitter Kosodo pour passer sur le barrage et rejoindre Sankariare. Et vous pouvez quitter Sankariare en repassant vers l'avenue d'Yatenga et rejoindre la zone industrielle de Gouin. Vous pouvez quitter Gouin en passant par le camp Sangoulé-Lamizana pour rejoindre la route de Bobo. C'est donc dire que l'actuelle circulaire est dépassée. Le département en charge des infrastructures en est conscient. Il est prévu également une voie de contournement qui va remplacer la circulaire. Les études sont achevées et tous les dossiers d'appel d'offres sont prêts. Maintenant, on est en train de voir le schéma financier qu'il faut mettre en place pour pouvoir entamer les travaux. Le projet qui est en cours de mise en œuvre est celui du réaménagement de la route de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Nous avons acquis auprès de la Banque Ouest africaine un accord de financement d'un montant de 22,347 milliards de francs. Et la BOAD contribue pour 83% et l'État burkinabé pour 17%. Nous aurons une chaussée 2 x 2 voies en béton bitumineux avec un terre-plein central, avec des contre-allées par endroit, la construction de 2 passerelles. C'est la première fois que ça sera aménagé à Ouagadougou. Et ces 2 passerelles, essentiellement réservées aux piétons, il y a un rond-point avant d'arriver à l'hôpital. Au niveau de ce rond-point, nous allons aménager un mini-échangeur. La procédure de passation des marchés a déjà commencé. Les travaux peuvent commencer normalement, si tout se passe bien, au dernier trimestre de l'année 2015. Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois. En attendant, le respect du code de la route et la courtoisie peuvent aider à civiliser la circulation dans les grandes villes comme Ouagadougou. L'on pourrait aussi anticiper ces embouteillages en sortant plus tôt de chez soi. Voilà, des conseils bien notés. Viviane Tiendrebego. Et puis hors de chez nous, à Copenhague, l'individu suspecté d'attentat a été abattu. Les attaques qui feraient suite à celles contre Charlie Hebdo ont fait 2 morts et des blessés. Elles ont visé une synagogue et un cybercafé où se tenait un débat sur l'islamisme. Les enquêtes se poursuivent pour remonter un éventuel réseau. Les autorités danoises ont interpellé 2 personnes dans un cybercafé ce dimanche après-midi à Copenhague. Elles pourraient être liées de près ou de loin à l'homme abattu ce matin dans le quartier populaire de Nørrebro, les principaux suspects de la double attaque de samedi dans la capitale du Danemark. Un homme armé avait ouvert le feu sur un centre culturel puis sur une synagogue, faisant au total 2 morts et 5 blessés. Le suspect a été tué après avoir ouvert le feu sur la police près de la station de Nørreport. Il était déjà connu des services de renseignement, a révélé Jens Madsen. Nous
Nous connaissons désormais l'identité de cette personne, mais pour le moment, en raison de l'enquête en cours, nous ne pouvons pas la révéler au public. Nous n'avons pas d'informations qui indiqueraient qu'il aurait voyagé vers une zone de guerre comme la Syrie ou l'Irak. Après les attaques, la police danoise avait placé le logement du suspect sous surveillance. Dans le centre culturel attaqué se tenait un débat sur la liberté d'expression auquel participait l'ambassadeur de France, François Imret. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est rendu à Copenhague ce dimanche. Nous sommes venus aujourd'hui dire notre tristesse, notre solidarité, notre amitié. Nous sommes venus ici pour prendre dans nos bras nos amis danois et leur dire que nous sommes tout près d'eux, comme ils ont su être proches de nous dans les épreuves que nous avons traversées. Les enquêteurs soupçonnent l'homme d'avoir voulu imiter les attentats de Paris en janvier dernier. Les habitants de Copenhague sont sous le choc. Ce dimanche, ils ont voulu exprimer leur solidarité après les attaques meurtrières perpétrées dans la capitale danoise. La chef du gouvernement, Helle Thorning-Schmidt, est venue se recueillir devant la synagogue. Elle a adressé ses condoléances aux représentants de la communauté juive. Nous sommes dévastés parce qu'un homme qui travaillait ici a perdu la vie et nous pensons à sa famille, nous sommes à leur côté, mais nous pensons aussi à l'ensemble de la communauté juive du Danemark qui a sa place dans ce pays. La sécurité avait été renforcée au Danemark après les attaques de Paris début janvier. Les 2 attaques perpétrées samedi sont les plus meurtrières qu'ait jamais connu le pays. N'en déplaise à la politique interdisant le travail en Iran, c'est un Iranien, Jafar, réalisateur donc, qui monte sur la plus haute marche des Berlinales. Son film Taxi remporte l'Ours d'Or. C'est également le Sacre pour l'Europe de l'Est qui remporte de reconnaissance une édition comme pour donner la réplique à ces politiques restrictives des libertés individuelles. L'Ours d'Or à Taxi de l'Iranien Jafar Panahi, le film du réalisateur dissident, est couronné au Festival du film de Berlin. Jafar Panahi n'était pas là pour recevoir son prix. Il est interdit de voyager à l'étranger. Son film, il l'a une fois encore tourné clandestinement. À travers les passagers de son taxi, Jafar Panahi saisit avec amour et humour l'âme des Iraniens. Le jury a aussi récompensé le cinéma d'Europe de l'Est. 2 ours d'argent du meilleur réalisateur. Le premier à Malgorzata Zumovska pour Body, l'histoire d'un médecin légiste et de sa fille anorexique. Je suis complètement choquée, mais dans le bon sens. C'est rare pour le cinéma polonais d'avoir un prix à la Berlinale. Le 2e ours d'argent va au Roumain Radu Jude pour Aferim, un road movie historique en noir et blanc dans l'Europe de l'Est de 1835. La Berlinale a lancé un signal politique, explique notre envoyé spécial à Berlin. Avec un ours d'or pour l'Iranien Panahi, le jury international a montré sa solidarité avec un réalisateur qui se bat dans son propre pays contre la censure, contre l'interdiction de travailler et de voyager. Et puis, cette page est vraiment triste. Notre confrère de la radio Ouaga FM repose désormais au cimetière municipal de Ouagadougou. Mohamed Kader Touré, animateur émérite de l'émission à forte audience Affairage, est décédé il y a 3 jours des suites de courtes maladies. Moment profond de déchirement pour la famille, les auditeurs, les amis lors des derniers adieux. Sié Sylvestre Da et Jacques Lamissa Tarpaga. Bienvenue sur ce rendez-vous de la semaine d'affairage. Vous avez été témoin d'un fait dans le bon ou le mauvais fonctionnement d'un service public. Le mardi 10 février, il était encore à la radio pour son émission Affairage. Et il y est resté tard dans la nuit. Mohamed Kader Touré, l'animateur vedette de l'émission Affairage, était loin d'imaginer qu'il quitterait ce monde 2 jours plus tard, le 12 février, aux grandes dames de ses proches. Très tôt ce dimanche matin, ils se sont du reste mobilisés pour lui rendre hommage et l'accompagner à sa dernière demeure. De la morgue de l'hôpital Blaise Compaoré, le cortège funèbre a marqué un arrêt à la radio Ouaga FM, puis à son domicile au quartier Paglaïri pour l'oraison funèbre. L'enterrement est ensuite intervenu au cimetière municipal de Ouagadougou. Ici, ils sont nombreux à se souvenir de Mohamed Touré.
C'est avec lui que je partageais la radio, je dirais la matinale sur Ouaga FM. Les matins, tout le temps, on était ensemble. Avec cette complicité qui est née entre nous, on a fini par être des frères. C'était également mon grand frère qui m'appelait tout le temps jeune homme, petit, sacré Ismaël et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai du mal à réaliser qu'il ne sera plus avec nous. Vraiment, il savait gérer. C'était ça l'une de ses qualités principales. C'était la gestion, accepter toutes les critiques qu'on lui faisait dans la radio et se corriger au fur et à mesure que l'émission progressait. Et voilà exactement les dernières paroles que nous nous sommes dit. Par rapport à un sujet que je ne peux pas évoquer, il m'a dit, il faudra dire à tous ces messieurs-là que nous voulons vivre en paix dans ce pays. Lui dire merci pour avoir rendu service à notre nation, pour avoir en tout cas poussé les forces de défense et de sécurité à sortir de leur mutisme pour pouvoir parler aux populations. D'abord disque jockey, puis producteur, manager et animateur, Mohamed Kader Touré a officié à la radio Pulsar et à la télévision Canal 3 avant de revenir à la radio, cette fois à Ouaga FM, en 2003. Il était jusqu'à son décès chef des programmes et animait des émissions telles que Code 612, Matin Bonheur, mais c'est surtout Affairage qui a fait sa renommée. L'émission est à sa 3e année d'existence et ses collaborateurs s'engagent à la pérenniser. Si vous avez vu comment il gère Affairage, une émission en direct où on ne parle avec les gens en éduquant même les citoyens et beaucoup de courtoisie. Donc pour nous, comme c'est Dieu qui donne et qui reprend, on ne peut pas juger. C'est une grande perte. La seule façon pour nous de perpétuer sa mémoire, c'est de continuer l'œuvre qu'il a engagée, même si on ne peut pas faire comme lui. Mais on va tenter de faire comme lui. Mohamed Kader Touré était âgé de 42 ans. Puis son âme a trouvé le repos éternel. C'est la fin de ce journal, une fin toute en tristesse. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Yacouba Isaac Sida, Premier ministre du Burkina Faso, sous le parrainage de leur Excellence, M. Moussa Benebié, ministre délégué chargé de la coopération régionale du Burkina Faso, et de M. Abdou Touré, ambassadeur plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Burkina Faso et le Niger, sous le coparrainage de M. Apollinaire Camporé, PDG du groupe Plan Nord Afrique SA, l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina Faso,